Dernier chapitre du thème 1 génétique et évolution, le chapitre 3, l'évolution des génomes à l'échelle des populations. Nous pouvons voir grâce à cette carte que le génome des populations humaines montre une importante variabilité et la problématique de ce chapitre, c'est quels sont les mécanismes qui contribuent à l'évolution des génomes des populations. Il faut commencer par étudier le modèle théorique de Hardy-Weinberg. La loi énoncée par Hardy-Weinberg s'applique à une population où les couples se forment au hasard, c'est ce qu'on appelle de la panmixie. Les populations sont de très grande taille, ne sont pas soumises aux sélections naturelles, aux mutations et aux migrations, et ne présentent aucun croisement entre générations différentes. Dans ce cas-là, et sous ces conditions, la population est dite à l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Sa diversité génétique est stable et la fréquence de ses allèles est stable de génération en génération, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Le modèle présenté d'Hardy-Weinberg est un modèle théorique. Dans les populations réelles, on peut observer des évolutions très éloignées de ce modèle. Nous allons commencer par un facteur de rupture de l'équilibre qui est la sélection naturelle. Vous avez ici une présentation des populations d'éléphants qui sont soumises à la pression exercée par les chasseurs. Comme vous pouvez le voir, au cours des années, le nombre total d'éléphants a fortement diminué et le pourcentage d'éléphants femelles sans défense a fortement évolué également. On peut voir qu'il y a de plus en plus d'éléphants femelles sans défense. Si on regarde l'allèle responsable, la fréquence de l'allèle responsable de l'absence de formation des défenses, on peut voir que, au fur et à mesure des générations, la fréquence de cet allèle a augmenté dans la population jusqu'à arriver au 1, c'est-à-dire que toute la population présente cet allèle-là. L'allèle est fixé. Ici, on peut voir que on n'est pas du tout dans l'équilibre d'Hardy-Weinberg, qu'il y a donc une variation forte de la fréquence allélique et donc forcément la sélection naturelle est un facteur de rupture de l'équilibre. Un autre exemple de sélection naturelle, c'est la phalène du bouleau, un exemple que vous connaissez très bien sur lequel je ne vais pas m'attarder énormément. On peut voir sur le graphique du document 2 en bas à droite que la fréquence allélique de l'allèle carbonaria diminue énormément dans la population, alors que l'allèle typica, la fréquence de cet allèle typica augmente fortement dans la population. On peut voir ici que la fréquence allélique n'est pas stable au cours des générations et que forcément la sélection naturelle est un facteur de rupture. Deuxième facteur de rupture, c'est la dérive des génétiques. On prend l'exemple encore des populations d'éléphants. On prend l'exemple d'une population à très faible effectif. Si on regarde les fréquences alléliques dans le graphique, on peut voir que dans les différentes populations examinées, étudiées, des couleurs différentes vous permettent de repérer les différentes populations sur le graphique, on a forcément des variations très aléatoires au cours des générations de la fréquence allélique, très différentes de la population d'effectifs infinis qu'on vous présente avec la courbe bleue. La dérive génétique conduit à une évolution aléatoire des fréquences alléliques et est donc un facteur de rupture de l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Autre exemple de dérive génétique, chez l'homme cette fois, avec l'étude de la fréquence allélique de 3 allèles du gène HLA, A10, A11, A28, et de 2 allèles du groupe sanguin, les allèles A et B. En Europe et aux États-Unis, on vous montre les fréquences de référence pour ces 5 allèles étudiés. On va maintenant analyser ces fréquences de ces mêmes allèles chez les Mormons, chez les Amish et les Utérites. Il faut savoir que la communauté mormone est un effectif très très important et on peut voir que les fréquences alléliques des 5 allèles étudiés sont dans la moyenne des fréquences alléliques européennes et américaines. Si on repère maintenant les deux lignes Amish et Utérite, on peut voir que par rapport à notre référence européen et américain, ils ont des fréquences alléliques majoritaires, très importantes par rapport aux populations européennes et américaines, alors que d'autres allèles sont très faibles et voire beaucoup plus faibles que le modèle européen et américain.
Exemple, chez les Amish, il y a 14% de fréquence allélique pour l'allèle A11, alors qu'il n'y a que 0,7 et 0,7% pour la fréquence allélique de l'A10 et A28. Les allèles A10 et A28 sont donc sous-représentés dans cette population, alors que la fréquence de l'allèle A11 est hyper représentée. Cet exemple est encore plus visible chez la population lutérite, où on a un seul allèle dans la population, qui est l'allèle A10, puisque forcément on a 14%, alors que sur A11 et A28, les fréquences alléliques sont à 0. On peut observer la même chose sur les allèles du groupe sanguin. D'autres facteurs de rupture peuvent être mis en évidence. Ici, nous avons la sélection sexuelle. C'est un type de sélection naturelle. On est chez les guppies mâles et femelles qui sont des poissons. Les guppies mâles ont des taches vivement colorées qui permettent la reproduction. En effet, les femelles s'accouplent préférentiellement avec les mâles les plus colorés. Par contre, il y a forcément un revers à la médaille, c'est que ces guppies mâles très colorés sont très visibles et très facilement repérés par les prédateurs. Donc en fonction du milieu, forcément, les effectifs des mâles colorés augmentent ou diminuent. S'il n'y a pas de prédateur dans le milieu, c'est un avantage pour un mâle d'être très coloré parce que ça lui permet de se reproduire très fréquemment. Par contre, quand il y a un prédateur, comme vous pouvez le voir, les effectifs de ces guppies colorés sont en train de diminuer, voire deviennent faibles. Pourquoi ? Puisqu'il y a la pression des prédateurs, il y a un avantage et un désavantage d'être coloré. Avantage parce que vous vous reproduisez plus facilement, mais désavantage car vous êtes mangé par le prédateur. Un autre facteur qui permet de rompre avec l'équilibre d'Hardy-Weinberg, vous avez les appareillements non aléatoires, certains allèles sont moins transmis à la descendance, vous avez des migrations possibles et vous avez des mutations qui sont d'autres mécanismes de rupture. Nous allons continuer avec le dernier point de ce chapitre, c'est la notion d'espèce et de phénomène de spéciation. Les espèces, la définition d'espèce, c'est un groupe d'individus qui sont capables de se reproduire ensemble et d'avoir une descendance fertile et d'avoir un isolement reproducteur par rapport aux autres groupes d'individus. Comme on peut le voir sur ce schéma, on commence forcément par le bas du schéma. Au cours des générations, vous avez des croisements possibles entre les individus de la même espèce, puis deux événements de spéciation apparaissent qui permettent de séparer deux populations issues de cette population initiale. Cette séparation peut être géographique ou comportementale. Ainsi, les individus ne se reproduisent qu'entre individus de la lignée dans laquelle il est présent. Les croisements entre les deux lignées, ici violette et beige, ne sont plus possibles. On a donc affaire à deux espèces différentes. Au cours des temps, plusieurs événements de spéciation peuvent apparaître. La spéciation permet de séparer des individus qui étaient situés dans une population mère. L'isolement de cette population permet de mettre en place des mutations différentes chez les individus. Ces mutations sont différentes dans la population 1 et dans la population 2. Si ces mutations touchent les organes reproducteurs ou les parades, les chants, en tout cas tous les comportements liés à la reproduction, les individus des deux populations séparées, lorsqu'ils se retrouvent, ne se reconnaissent plus, ne se reproduisent plus ensemble. On a donc un isolement reproducteur de ces deux populations. Quand l'isolement reproducteur est avéré, il n'y a plus de flux de gènes, il n'y a plus de flux génétique entre les deux populations, vous avez affaire à deux espèces différentes. Nous pouvons prendre un exemple chez la processionnaire du pin, c'est une chenille. La spéciation serait en cours. En effet, il y a un isolement reproducteur sans isolement géographique, c'est-à-dire qu'on a une différence de comportement. C'est ce qu'on appelle une spéciation sympatrique, syn même, patrie territoire, c'est-à-dire des individus qui sont toujours sur le même territoire, mais qui sont isolés les uns des autres,
sans avoir un isolement géographique. Alors cet isolement chez la chenille processionnaire du pin serait lié à une phénologie décalée, c'est-à-dire à une période de reproduction différente. En effet, les dates de reproduction des adultes ne seraient pas chevauchantes, c'est-à-dire que forcément, il y aurait deux populations, une population qui se reproduirait plutôt l'hiver, une population qui se reproduirait plutôt l'été, et donc vous auriez un isolement reproducteur possible. Nous sommes sur une spéciation en cours qui doit être menée jusqu'au bout pour avoir, pour ces deux populations, deux espèces différentes.